dans le cadre de l'exposition, donc, vous parler d'un sujet qui me paraît particulièrement attractif, effectivement. Vous le verrez, j'espère vous le montrer, que les objets sont tout à fait spectaculaires. Et puisque les fêtes de fin d'année sont encore proches et que le temps des étrennes est toujours là, je commencerai mon propos en faisant appel à un poète latin de la fin du 1er siècle, Martial, qui est connu tout particulièrement pour l'une de ses œuvres, les épigrammes, qui sont de petits poèmes piquants, volontiers lestes d'ailleurs et satiriques, dans lesquels il évoque en quelques vers simples de multiples aspects de la vie quotidienne des Romains. Et il s'attache notamment aux cadeaux que l'on avait coutume d'échanger à la fin de décembre lors de la fête des Saturnales. Cadeaux qui sont évoqués par cette image qui est évidemment beaucoup plus tardive puisqu'elle date de la fin du IVe siècle. Et Martial, et c'est en cela qu'il m'intéresse, se plaint amèrement de la dureté des temps et de la pingrerie de ses amis. Et je vous cite un de ces poèmes qui me paraît particulièrement révélateur. Donc, il nous dit ceci: 4 livres d'argenterie, c'est-à-dire 1,3 kg à peu près, 4 livres d'argenterie à l'entrée de l'hiver, voilà, Postumianus, ce que tu m'as envoyé il y a 10 ans. L'année suivante, malgré mon espoir d'être mieux traité, car les présents doivent en rester au même point ou augmenter, je reçus 2 livres, plus ou moins, donc 650 grammes. La 3e et la 4e année, ce fut pis encore. À la 5e, j'étais réduit à la livre, 327 grammes. Mais voilà qui est mieux. Pour la 6e année, il a fallu me contenter d'une écuelle de 8 onces, donc 218 grammes. La 7e me valut une demi-livre d'argent. Pour la 8e, il me vint une petite cuillère de moins de 2 onces, donc 55 grammes. Et la 9e année m'a apporté à grand-peine une cuillère plus légère qu'une aiguille. Quant à la 10e année, elle n'a plus rien à m'envoyer. Alors, laissons le poète à ses regrets, mais l'insistance qu'il met à parler d'argenterie montre la place qu'elle tient alors à Rome, donc dans la seconde moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Et c'est bien ce que nous montrent les objets découverts notamment dans les villes de Campanie, Herculanum et Pompéi en particulier, enfouis sous la lave et les cendres du Vésuve en 79, donc à peu près au moment où écrit Martial. Alors, ces objets impressionnants, comme ceux qui proviennent de la villa de Bosco-Reale et que vous pouvez voir au Louvre, ou un peu plus modestes par le nombre d'objets, comme ce petit trésor trouvé aux environs de Pompéi, c'est la dernière trouvaille d'importance qui a été faite dans les fouilles de Pompéi. Ces ensembles attestent la large diffusion de l'argenterie dans des milieux très divers. 2 exemples frappants que je commande devant vous. Le premier nous renvoie à un personnage de roman, Trimalcion. Trimalcion est l'un des héros du Satyricon, d'un roman de Pétrone, sans doute un contemporain de Néron. Et Trimalcion, donc, est un affranchi, c'est-à-dire un ancien esclave, enrichi et qui singe les manières de la bonne société. Alors, celle qu'il fréquente, malheureusement, n'est pas très reluisante. Ce sont des souteneurs et des personnages de cet acabit. Or, l'un des morceaux de bravoure du roman est le banquet extravagant que le parvenu, donc Trimalcion, ou plutôt celui qui cherche à parvenir, parce qu'il n'y est pas encore arrivé, et probablement il n'y arrivera pas, offre à ses amis, banquet dans lequel l'argenterie est sans cesse présente, depuis l'entrée de la maison, devant laquelle le portier écosse des pois dans un bassin en argent, jusque sur la table. Et le maître de maison, donc ce fameux Trimalcion, déclare devant tous ses convives « L'argenterie, c'est ma grande passion ». Et lorsqu'un des serviteurs fait tomber une coupe en argent, on affecte de la balayer avec les déchets comme une chose banale, tellement il y en a dans la maison. Alors ce sont, me direz-vous, des scènes grotesques qui n'ont aucune réalité. Mais bien au contraire, je pense qu'elles sont un reflet révélateur, vu à travers un prisme comique, évidemment,
de situations bien réelles. Alors mon second exemple suggère de nouveau combien l'argenterie était répandue. Alors on le trouve dans un autre document célèbre, le testament de l'un des deux consuls de l'année 108, donc un petit peu plus tard, testament qui est connu par une longue inscription sur pierre. Or, l'une des clauses de ce testament est un legs fait à la nourrice de ce personnage, à la nourrice du consul, qui lui donne, et je le cite, ou je cite la traduction, tout ce qu'elle choisira dans son argenterie à boire. Alors, nous n'avons aucune précision sur cette nourrice, sur cette femme. Elle était sans doute de conditions relativement modestes, et pourtant, elle se retrouve à un moment donné en possession d'argenterie de valeur. Alors, il n'en a pas été toujours ainsi. Pline l'Ancien, un écrivain, disons, encyclopédique pour le qualifier très rapidement, qui trouva la mort en allant observer de trop près l'éruption du Vésuve en 79, par souci scientifique, rapporte qu'au moment des guerres puniques, donc des guerres contre Carthage, à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les ambassadeurs carthaginois qui sont venus à Rome, reçus dans les grandes familles romaines, se sont étonnés de voir partout sur la même table le même service d'argenterie, très modeste, une salière et un petit plat. Pendant longtemps, effectivement, Rome s'est méfiée du luxe, la luxuria, pour utiliser le terme romain, le terme latin, à la fois pour des raisons morales, le luxe est corrupteur, évidemment, mais encore parce que c'est un instrument de pouvoir et de domination. Aussi, les lois somptuaires destinées à limiter ce luxe, en particulier dans le domaine de la table, ont-elles été nombreuses. J'en cite deux, il y en a particulièrement, que nous connaissons particulièrement bien, l'une sous César, Jules César, en 46 avant Jésus-Christ, et l'autre sous Auguste en 18. Mais la multiplication de ces lois somptuaires montre d'ailleurs qu'elles ne devaient pas être très appliquées. Alors le moment de bascule, donc entre cette absence d'argenterie ou cette pauvreté de l'argenterie et au contraire une grande diffusion, est bien connu. Ce sont les guerres menées par la République romaine en Italie du Sud, ce qu'on appelle la Grande Grèce, et contre les souverains des royaumes hellénistiques en Grèce et en Asie mineure au IIe siècle avant Jésus-Christ. Le butin colossal rapporté de ces conquêtes et du pillage de villes comme Corinthe, Syracuse ou Tarente, a mis le peuple de Rome en contact direct avec la richesse et le luxe. Et l'argenterie en est évidemment un élément important. Et les découvertes, dans la mesure où nous pouvons dater les objets qui les composent, nous montrent que l'argenterie se répand peu à peu. Les formes, comme les décors, s'affirment, hérités souvent de l'orfèvrerie hellénistique, souvent encore très simples au début du 1er siècle avant notre ère, comme les objets que vous voyez ici, deux petits trésors trouvés en Italie, à Tivoli à gauche et à Arcisate en Lombardie sur la droite. Un très bel exemple au trésor d'Arcisate d'un service à vin. Vous avez une petite cruche, une passoire. Ceci, bon, vous avez une passoire ici, une louche et une sorte de coupe. Où ils peuvent être, pour cette époque, déjà très raffinés, comme la fameuse coupe retrouvée probablement, peut-être, à Alésia, lors des fouilles ordonnées par Napoléon III. Alors l'ensemble le plus spectaculaire pour cette période ancienne, donc la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, est assurément le trésor découvert hors des frontières de l'Empire romain à Hildesheim, dans le Hanovre, dont on a du mal à cerner la nature exacte. Alors je m'excuse d'abord de la mauvaise qualité de cette image, mais je pensais qu'il valait mieux une photo un peu médiocre que pas de photo du tout. Et c'est un trésor tout à fait intéressant. On s'est demandé
tout un temps s'il ne s'agissait pas du butin pris par les Germains lors de la fameuse défaite subie par les légions de Varus, les officiers en particulier transportant avec eux leur vaisselle, ça c'est connu par un certain nombre de textes. Alors ce qui est assuré, c'est que ce trésor, dont vous voyez la richesse, et encore ce n'est qu'une photographie partielle, ce trésor contient des pièces d'une très haute qualité. La plus spectaculaire est probablement cette coupe, dont on s'accorde à penser qu'elle associe une représentation de la déesse Athéna, trônant ici, œuvre non pas d'un orfèvre de l'époque romaine, mais d'un orfèvre de l'époque hellénistique, associée à une coupe donc, qui a été faite pour utiliser, recueillir ce grand médaillon plus tardivement. Donc Athéna serait ici dans une utilisation secondaire, une deuxième utilisation. Bel exemple de collectionnisme. Et dans un premier temps, en effet, l'argenterie, on peut le souligner, est un objet de collection à Rome. Et Pline, que nous avons déjà évoqué, nous apprend que les plus riches des Romains, au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, se disputaient à coups de sommes astronomiques des pièces attribuées aux orfèvres célèbres, aux orfèvres grecs célèbres du temps passé. Et il en sera toujours ainsi, puisque Martial, dont nous avons évoqué l'œuvre déjà, signale en s'en moquant le goût des plus riches pour les vases attribués aux plus grands artistes grecs. Et là encore, je vous cite quelques vers d'un des poèmes de Martial, donc, qui nous dit « Il n'est rien de plus désagréable que les antiquités du vieil Euctus, quand ce grand bavard vous explique la généalogie insensée de sa vaisselle d'argent. » Et là, Martial cite les propos de cet Euctus. Ces coupes ont appartenu à la table de Laomédon. Laomédon étant un des héros grecs de la guerre de Troie. Ces deux vases passent pour avoir appartenu au vieux Nestor. Nestor, c'est là aussi un des personnages célèbres de l'expédition. C'est le sage, le roi de Pylos, le vieux Nestor. Voyez comme la colombe qui les orne, dit Euctus, a été usée par les pouces du roi de Pylos, etc. Et Martial brocarde ceux qui croient posséder un vase très ancien, donc évidemment très précieux, en pensant que leur coupe est signée par un orfèvre grec renommé, en particulier, dans le cas présent, un orfèvre du nom de Mis. Tu te vantes de posséder un vase de Mis, il est d'autant plus authentique qu'il a été fait sans toi. Ce qui veut dire, en réalité, il est d'autant moins authentique qu'on l'a fabriqué dans ton dos. Manifestement, les faussaires à Rome avaient déjà trouvé le filon. Sur un vase d'argent quelconque, ils apposaient une signature célèbre, trompant les amateurs trop crédules. Le luxe, c'est ce qui n'est pas accessible à tous, bien sûr, par la richesse ou la rareté. Un vase signé par un orfèvre du passé est évidemment le summum du luxe. Encore faut-il qu'il soit authentique et très probablement circulait à Rome toute une série de vases qui ne l'étaient pas. Mais il est temps sans doute de voir ce qui faisait l'originalité de l'argenterie romaine pour la période qui nous intéresse aujourd'hui. Forme, technique et décor se sont mis en place à la fin de la République, donc autour de 50 avant Jésus-Christ. Le trait essentiel de cette vaisselle, c'est la prépondérance qui est accordée à la vaisselle à boire, c'est-à-dire aux coupes, par rapport aux plats, comme le montrent aussi bien les services de table réels, dont nous avons vu quelques exemples, que ceux représentés sur les peintures murales, comme celle qui figure dans la tombe que vous voyez ici, dans la tombe de l'édile Caius Vestorius Priscus à Pompéi. Comme vous le voyez, sur cette table, il n'y a que de la vaisselle à boire. Les plats en argent existaient, bien entendu, puisqu'ils sont indispensables, mais les formes étaient banales et le décor était soigné, mais sans éclat.
Les coupes, en revanche, captaient manifestement toute l'attention. Alors, un côté de formes sur pied haut, comme vous le voyez ici, qui sont héritées du répertoire hellénistique, et qu'on appelle traditionnellement des canthares, la mode paraît s'être imposée de coupes de forme cylindrique sur un pied très bas et avec des anses horizontales soutenues par deux poussiers, ce qu'on a coutume d'appeler, d'un nom grec qui est déjà utilisé dans le vocabulaire romain, des skyphoi. Alors une autre forme, plus rare, mais typique elle aussi du goût romain, est celle du modiolus, autrement dit le petit modius, sachant que le modius est une mesure à grains en forme de tronc de cône, donc, dont le vase reprend la forme, ou il y a également une forme très proche, le calatos, la corbeille, une forme donc, que reprennent les vases d'argent. Tous ces objets portent sur leurs parois un décor souvent en fort relief, parfois même, pour les plus virtuoses d'entre eux, des éléments complètement détachés. Vous voyez, je vous ai déjà montré cette coupe il y a un instant, et vous voyez, vous devriez le voir, donc sur la vue de profil, hein, que les pieds ou les pattes du centaure sont complètement détachés de la paroi. Le plus bel exemple, donc, en est donné par les deux coupes au centaure qui appartiennent au trésor d'un temple du dieu Mercure, trouvé à Berthouville, dans l'Eure, qui comprend à la fois des objets plus tardifs du IIe et IIIe siècle et de la vaisselle d'argent, c'est le cas ici de la vaisselle de table du 1er siècle. Alors, la technique caractéristique de ces décors est celle du repoussé. Les vases ont en fait, vous le voyez, une double paroi. Oui. Une double paroi. Les reliefs sont exécutés depuis l'envers, donc de la paroi extérieure, paroi qui est ensuite dissimulée, parce que le revers n'est évidemment pas très beau, qui est ensuite dissimulée par une paroi interne. C'est aussi de cette façon que sont réalisés les vases, qu'est réalisé le décor des vases à boire, mais évidemment, dans ce cas, l'exécution est plus ardue, puisque le vase est fermé et qu'il n'y a qu'une seule paroi. Et vous noterez, vous avez peut-être déjà noté, que la dorure vient souvent rehausser les reliefs. Alors, un dernier point est à souligner. Toutes ces coupes vont habituellement par paires, ce qui n'est pas sans conséquence sur la lecture que les convives faisaient du décor. Nous ne savons pas comment elles étaient réparties entre les banqueteurs, mais puisqu'elles étaient cylindriques, il est évident que les buveurs ne pouvaient pas embrasser d'un seul coup la totalité des images, qui se répartissaient en outre sur deux vases, donc ça fait quatre tableaux à examiner. On ne pouvait comprendre la succession des scènes qu'en faisant tourner devant ses yeux la première coupe, puis la seconde, donc en les manipulant et probablement en échangeant avec ses voisins des commentaires savants ou amusés. Souvent, en effet, et vous le voyez ici, ces vases racontent une histoire, plaisante ou érudite, qui se poursuit d'une coupe sur l'autre. Alors, histoire plaisante, par exemple, dans le trésor de Bosco Reale, où ce sont les aventures d'une famille de cigognes qui sont représentées, qui doivent disputer leur nid à des serpents, ou bien des images plus savantes, sur une coupe conservée au British Museum, par exemple, on voit un épisode représenter des épisodes des suites de la guerre de Troie. Alors, sacrifiée à la déesse Artémis pour permettre le succès de l'expédition des Grecs, Iphigénie, la fille d'Agamemnon, donc le chef de l'expédition, est devenue prêtresse, en fait, de la déesse chez le roi Thoas, en Tauride. La Tauride, c'est sur les bords de la mer Noire. Survient son frère Oreste, accompagné de son ami Pylade, poursuivi par les Furies pour avoir tué sa mère Clytemnestre. Clytemnestre qui avait elle-même fait mettre à mort son mari Agamemnon par son amant. Mais l'oracle d'Apollon a révélé
à Oreste qu'il serait pardonné s'il rapportait à Athènes la statue d'Artémis. Alors il débarque en Tauride, c'est ce qu'on voit sur la première image, donc à gauche, rencontre le roi Thoas qui met systématiquement à mort les étrangers. Il est reconnu par Iphigénie, deuxième image, Iphigénie qui est sa sœur, et les héros, donc Oreste, Pylade et Iphigénie, finissent par se réfugier dans le sanctuaire, s'enfuient et finissent par se réfugier dans un sanctuaire d'Apollon. Alors vous avez également le dessin d'une autre coupe conservée à Rome, mais dont je n'avais pas de photographie, qui sont les prémices de cette affaire. Donc Oreste qui attend son jugement par les dieux. Alors, les décors sont parfois d'une grande complexité. Les deux coupes au centaure de Berthouville que nous avons déjà vues fourmillent de détails et même d'images dans l'image. Vous le voyez par ces détails, puisque les vases représentés sont eux-mêmes décorés, et on imagine bien les propos que pouvaient échanger les buveurs devant de tels objets, leurs interrogations et leurs commentaires. Les coupes en argent à cette époque, et je le souligne, sont un facteur essentiel de ce qu'on appelle, d'un terme qui n'est peut-être pas très, très heureux, mais de ce qu'on appelle la convivialité. Mais de quoi discutaient donc les convives? Ou pour le dire autrement, quel était le répertoire des orfèvres? Il était très vaste, assurément, mais les images se regroupaient autour de quelques thèmes principaux. Alors le premier thème, c'est la nature. Les Romains de la fin de la République et du début de l'Empire en raffolent, qu'il s'agisse d'une nature vierge et luxuriante ou d'une nature construite, un peu artificielle, comme les plus riches en aménageaient au sein de leurs villas. Ce goût qu'illustre brillamment les peintures murales à Pompéi ou, c'est ce que vous voyez ici, dans la villa de Livy aux environs de Rome, se reflète pleinement dans l'argenterie. Ici, avec un bel exemple tiré du trésor d'Hildesheim, où la nature est évidemment un peu artificielle, mais ailleurs, avec un grand sens de l'observation et beaucoup de sensibilité, on voit des feuillages variés, des guirlandes de toutes sortes qui couvrent les parois des vases. Vous voyez des feuilles de platane, de peuplier, du myrte sur la coupe d'Alésia que nous avons vu tout à l'heure, de la vigne et du lierre souvent mêlés. Alors, la vigne va de soi, évidemment, sur des coupes à boire, mais le lierre aussi, et la vigne comme le lierre ont une portée symbolique. Les deux plantes renvoient l'une et l'autre à Bacchus. Alors, la nature, enfin, est parfois fantastique. L'un des vases les plus étonnants, et chaque fois que je le vois, il me surprend, est un grand cratère du trésor d'Hildesheim, malheureusement perdu pendant la Seconde Guerre mondiale, dont les parois sont recouvertes, vous voyez, de tiges grêles, de plantes aux fleurs étranges, puisque vous avez même de la corolle d'une de ces fleurs un poulpe qui surgit. Et dans ces tiges jouent ou pêchent de petits amours, et entre elles circulent des animaux marins. C'est donc un monde aquatique de rêve qui retranche l'observateur du monde réel, et vous imaginez facilement tous les commentaires que l'on pouvait faire devant un objet comme celui-là. Alors le deuxième thème, et vous ne vous en étonnerez pas, et c'est celui de Bacchus, donc, dieu du vin et de l'ivresse, ivresse qui peut être extatique, mais annoncer aussi des ivresses spirituelles. Le dieu et son cortège sont très largement présents sur la vaisselle d'argent. À Boscoréal, par exemple, c'est ce que vous voyez ici, un cortège de petits amours avec des personnages bachiques. Vous avez en croupe du lion à gauche un satyre derrière le petit amour. Mais deux coupes d'un trésor retrouvé à Pompéi dans la maison dite du Ménandre, parce que le poète grec Ménandre y est représenté sur une peinture murale, mettent en scène les épisodes de la naissance et de l'enfance mouvementée du dieu. Dionysos Bacchus est fils de Zeus et d'une mortelle, ce qui est tout à fait étonnant pour un dieu, s'aimaient,
Et Héra, l'épouse de Zeus, jalouse de Sémélé, bien entendu, lui a suggéré perfidement de demander à Zeus de se présenter à elle dans tout l'éclat de sa puissance. Et ce que Zeus a tenté d'éviter, mais devant les insistances de Sémélé, il a fini par céder, donc il s'est présenté à elle avec le foudre à la main, et du coup, Sémélé en est morte. Et Zeus va récupérer non pas le bébé, puisqu'il n'est pas encore né, et va l'enfermer dans sa cuisse. Donc, c'est souvent par leur tête seule, vous le voyez ici en haut à gauche, que les personnages bachiques sont évoqués, le vieux Silène, chauve, un peu grotesque, les satyres, jeunes et vieux, ou les Ménades. Et c'est donc toute une atmosphère qui est créée, de jouissances matérielles parfois, mais aussi plus religieuses, comme sur ce vase à droite, découvert dans le petit trésor que vous voyez sur la photographie, découvert en Serbie, qui nous montre le dieu Pan, le dieu Pan qui traîne vers l'autel du sacrifice un bouc. Le bouc est souvent sacrifié donc, parce qu'il a commis une faute qui lui a été fatale. Il a brouté les feuilles de la vigne. Donc, ce qui a déclenché, évidemment, la colère de Dionysos. Alors, autre sujet très apprécié, évidemment, sur cette argenterie, ce sont les grands récits épiques dont les Romains, cultivés ou non, étaient nourris. Alors, nous avons vu la coupe d'Iphigénie tout à l'heure, mais la guerre elle-même est évoquée et les récits d'Homère. Sur 2 vins inversés du trésor de Berthouville, donc c'est à nouveau une paire, on voit successivement le combat autour du corps de Patrocle, Patrocle qui, à gauche, Patrocle qui est dans le deuil devant le cadavre de son ami, puis Patrocle qui a vaincu le héros grec Hector, qui traîne son cadavre derrière son char tout autour des murs de Troie, et puis enfin, sur la dernière image, l'ambassade du vieux Priam, le père d'Hector, qui vient supplier Achille de lui rendre le corps de son fils, une scène célèbre, maintes fois représentée sur toutes sortes d'objets. Et vous avez ici, donc sur la balance, les Troyens ont apporté une rançon, évidemment, le corps d'Hector, et sur l'autre plateau de la balance, les vases précieux, peut-on penser, qui vont servir à dédommager Achille. Homère lui-même est représenté sur une coupe trouvée à Pompéi, entouré de ces 2 œuvres, l'Iliade et l'Odyssée, et donc directement célébré, Homère qui est emporté sur les ailes d'un aigle jusqu'auprès des dieux. Alors toutes ces images appartiennent évidemment au monde de la culture, toutes ces images qui font allusion à la guerre de Troie et à l'épopée. Et le banquet, on le sait bien, pouvait se dérouler entre des gens hautement cultivés. Les scènes liées au mythe ou à l'épopée, comme celle que nous venons de voir, leur étaient assurément familières. Mais d'autres coupes invitaient directement à une réflexion, disons, philosophique, sans doute parfois sur le mode parodique ou tournant à la dérision, suivant l'humeur des convives et leur état. Il ne faut pas oublier que ces vases servent dans des banquets et qu'au début du banquet, tout le monde peut discuter de culture. À la fin du banquet, les choses peuvent être différentes. Alors l'exemple le plus spectaculaire, très célèbre, ce sont bien sûr les coupes au squelette de Bosco-Reale. Alors le thème général n'est pas exceptionnel. Hein. Des squelettes représentés dans le contexte du banquet ou représentés sur des vases, on en a d'autres exemples. Et les Romains aimaient à placer sur leur table de petits squelettes en métal, dont plusieurs ont été conservés, ont été retrouvés d'ailleurs, en guise de memento mori, c'est-à-dire d'invitation à jouir de l'instant présent, une évocation que reprennent aussi souvent les mosaïques qui pavaient la salle à manger.
Alors, au cours du banquet offert par Trimalcion, vous vous souvenez donc cet affranchi que met en scène Pétrone, le maître de maison commente précisément devant ses hôtes la présence sur la table d'un tel squelette en argent qu'il manipule lui-même pendant le banquet. Mais ce qui est remarquable sur les deux coupes de Bosco-Réal, je vous en montre une ici, nous verrons l'autre dans un instant, c'est que plusieurs des squelettes représentés ne sont pas anonymes, puisqu'il y a toute une série d'inscriptions qui apparaissent sur ces vases. On retrouve mêlés des auteurs tragiques ou comiques, Sophocle, Ménandre, Euripide, accompagnés par des masques de théâtre, et puis des philosophes. Et je vous montre ici une scène qui oppose Zénon, à gauche, le chef de file des stoïciens, avec une besace sur le dos, à Épicure, au pied duquel deux chiens sont en train de s'accoupler. Alors, ces personnages sont désignés par leur nom, donc Épicure d'Athènes, Zénon d'Athènes, même s'il n'est pas né à Athènes, il est né à Kidione en fait, mais son école est installée à Athènes. Et puis il y a toute une série de squelettes anonymes qui émettent des sentences désabusées, dont des inscriptions donc, précisent le sens. Alors, vous voyez à droite un squelette qui est en train de verser du vin sur un tas d'ossements désarticulés, qui fait une libation, comme un acte religieux en quelque sorte, mais avec la légende suivante, honore les ordures. Bon, les ordures, c'est le squelette, bien entendu. Une bourse également, à côté de laquelle est écrite « Voici la sagesse ». Une autre inscription nous dit, plus clairement encore, « Jouis pendant que tu es en vie, le lendemain est incertain ». La signification est sans ambiguïté. La vie n'est qu'un théâtre, ça explique sans doute la présence des auteurs de théâtre, justement. La vie est un théâtre, jouissons de l'instant présent, et c'est bien ce que Trimalcion suggérait à ses invités. S'agissant des deux coupes de Bosco-Réal, il resterait à comprendre à quoi correspond précisément le choix des poètes et des philosophes retenus, mais la morale qui s'exprime sur ces vases, en tout cas, ne vise pas très haut et pouvait aisément dégénérer en fonction de l'état des buveurs, bien sûr. Mais je crois que la présence des philosophes et des dramaturges sur ces coupes devait constituer une sorte d'alibi emparant des couleurs de la culture et de la sagesse, une invitation au plaisir. La culture était donc parfois une justification du luxe. Alors, quoi qu'il en soit, la culture était bien présente sur l'argenterie, ne serait-ce que par les images que nous avons vues empruntées à l'épopée et à la tragédie. Et nous le voyons bien si nous nous tournons une nouvelle fois vers le banquet de Trimalcion. Celui-ci, après avoir proclamé sa passion pour la vaisselle précieuse, entreprend d'expliquer lui-même à ses hôtes les scènes qui apparaissent sur ses coupes, puisque l'argenterie, c'est sa grande passion. Alors le personnage, Trimalcion, se pique en effet d'être un connaisseur en matière de culture classique, et son atrium, c'est-à-dire l'une des pièces principales de sa maison, est d'ailleurs orné de peintures qui représentent des épisodes de l'Iliade, du poème d'Homère. Mais la leçon d'iconographie que Trimalcion veut donner à ses hôtes tourne à la catastrophe. L'affranchi prétentieux se ridiculise, non pas aux yeux de ses invités, puisque probablement ses invités en savent moins que lui encore, mais en tout cas aux yeux du lecteur du roman, c'est-à-dire à nos yeux. Et on l'entend en effet confondre grossièrement les différents récits de la mythologie, et il prend ainsi
Médée, la magicienne, qui avait tué par jalousie les enfants qu'elle avait eus de Jason, du héros Jason, pour Cassandre, la prophétesse troyenne. En fait, Trimalcion n'y connaît rien du tout. Il joue les savants, mais il est inculte. Mais cet épisode grotesque est, je crois, profondément révélateur de la fonction des coupes à relief qui constituaient, je vous l'ai dit, les pièces les plus spectaculaires du service de table de la période que nous considérons maintenant. Ce que Trimalcion faisait si mal, les convives dans les repas le faisaient pour eux-mêmes et entre eux, avec leurs voisins, entretenant ainsi, je l'ai dit, les échanges au cours du repas. Et souvent, le maître de maison, fier de son argenterie, la laissait en exposition sur un meuble après le repas pour en faire les honneurs à ses visiteurs. Cicéron, dans son plaidoyer contre Verrès, le gouverneur indélicat de Sicile, évoque ce comportement qui permettait à ce personnage, à Verrès, qui est un obsédé de l'argenterie, de faire son choix lorsqu'il allait faire ses visites aux plus fortunés. Le maître de maison lui faisait les honneurs, bien entendu, de son argenterie, et Verrès envoyait ensuite ses sbires confisquer les pièces qui lui avaient plu. Bref, l'argenterie et les images auxquelles elle sert de support ont un rôle important dans la vie sociale. Mais il n'y avait pas que la vaisselle. On n'oubliera pas qu'il y a aussi les objets de toilette, par exemple, qui étaient en argent. Le summum du luxe et du caractère déplaisant que peut représenter le luxe, il existait des pots de chambre en argent, ce qui est dénoncé évidemment par tous les auteurs latins, quelque chose évidemment de scandaleux. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le squelette en métal précieux qui figurait sur la table de Trimalcion. Mais on y voyait aussi des surtouts en argent, donc des pièces sculptées en quelque sorte, comme un âne bâté qui avait dans deux sacoches sur son dos avec des olives. Mais toutes ces pièces suscitaient évidemment aussi les remarques des convives admiratifs. Mais les pièces les plus spectaculaires, les plus somptueuses, étaient souvent des objets de prestige sans fonction pratique, destinés avant tout à l'exposition, comme cette coupe du trésor de Boscoréal, représentant probablement la personnification de l'Égypte, qui n'est évidemment pas une coupe à boire. C'est quelque chose qu'on présente à ses hôtes comme une pièce d'une grande virtuosité. Alors très rapidement, le rôle valorisant que pouvaient jouer les objets en argent en dehors du banquet, l'éclat qu'ils donnaient aux images et la force que celles-ci prenaient, alors avaient été reconnus et pris en compte par, disons, les puissants, par les riches, comme le montre sans doute, sous une forme allégorique, cette coupe découverte à Aquilée, dans le nord de l'Italie, conservée aujourd'hui à Vienne. On y voit un jeune héros au centre, debout devant une divinité d'allure matronale, trônant, tenant une torche. À côté ou derrière lui, 3 jeunes enfants qui déposent des offrandes sur un autel chargé de fruits, sur les parois duquel, l'autel est là, mais je ne sais pas, mon point rouge me paraît de plus en plus faible. Si, voilà, sur les parois de l'autel est représenté l'enlèvement de Perséphone, la fille de Déméter, par le dieu des enfers. Devant le héros, un char tiré par des serpents ailés que nourrissent 2 jeunes filles. En dessous, une jeune femme largement dénudée, qui est la terre, personnification de la terre féconde, et dominant la composition, on voit tout en haut Zeus tenant le foudre. La matrone trônant, c'est évidemment la déesse Déméter. Le jeune homme, c'est Triptolème, le fils d'un roi d'Éleusis, auquel la déesse, reconnaissante de l'aide qu'elle lui avait apportée, de l'accueil qu'elle lui avait fait, confie son char ailé et des grains de blé pour qu'il les répande sur la terre. Or, certains ont voulu reconnaître dans le visage du héros, voilà ici, un portrait, celui d'un souverain hellénistique ou d'un empereur romain. Bon, l'hésitation montre que, évidemment, l'hypothèse n'est peut-être pas si solide. On a pensé à l'empereur Claude.
Sous les apparences du mythe, en tout cas, qui est le don du blé aux hommes, c'est le souverain qui serait ainsi exalté. Mais la mise en évidence d'une personnalité par le biais de ces images a rapidement fait école dans la société, à Rome tout particulièrement. Vous connaissez le goût des Romains pour les portraits. Il est devenu probablement de bon ton, chez de simples particuliers, de faire représenter en argent, et non pas seulement en marbre, sa propre effigie ou celle de ses ancêtres, que l'on exposait évidemment ensuite fièrement dans sa maison. Et le trésor de Bosco Real, encore lui, en offre deux beaux exemples. Je vous en montre un. Il y a un homme et une femme, des parents sans doute du dernier possesseur du trésor. Des parents parce que la coiffure de l'homme et surtout de la femme ne s'accorde pas avec une date des alentours de 70 après Jésus-Christ. C'est plus ancien, une mode plus ancienne. Mais on peut aller encore plus loin. À Rome, souvent, plus le pouvoir devient personnel, plus ce qu'on peut appeler une forme de propagande se développe. Et plus les images, en général, deviennent importantes. Comme sur la coupe d'Aquilée, que nous venons de voir, on pouvait utiliser le détour du mythe ou de l'épopée. Deux belles coupes que vous voyez ici. Donc vous voyez ici des détails. Deux belles coupes trouvées au Danemark dans la tombe d'un chef danois illustrent deux épisodes de la guerre de Troie. Sur la première, ce sont les deux images à droite. Sur la première, on voit Philoctète, un des héros grecs, qui tenait de son père un arc merveilleux donné par Héraclès. Ayant manqué un serment qu'il avait fait à l'égard d'Héraclès, Philoctète est mordu par un serpent. Et sa blessure dégage une odeur si infecte que ses compagnons, qui sont en route pour Troie, l'abandonnent sur l'île de Lemnos. Mais un oracle apprend ensuite aux Grecs qu'ils ne pourront prendre Troie s'ils ne possèdent pas l'arc d'Héraclès. Donc on envoie Ulysse que vous voyez ici, avec son petit bonnet conique caractéristique, on envoie Ulysse à Lemnos, qui vole l'arc par ruse au héros. Vous voyez qu'il est en train... Philoctète est à la fois ici et là, ce personnage âgé, enfin qui paraît âgé, mais accablé par la douleur et la souffrance, et Ulysse est devant lui, l'embobine par ses beaux discours, et regardez ce qu'il fait de sa main droite. De sa main droite, il est en train de prendre l'arc et discrètement de le passer à ses compagnons derrière lui. Sur la deuxième coupe, dont vous avez un détail à gauche, sur la deuxième coupe, on voit de nouveau l'ambassade de Priam, le vieux roi troyen, qui vient supplier Achille de lui rendre le corps d'Hector. Alors, ce sont deux coupes de très belle qualité. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que sous le fond de ces deux coupes est inscrit un nom, Caius Silius. Or, nous connaissons un Caius Silius qui a été gouverneur de la province de Germanie supérieure. Les deux objets pourraient donc être des cadeaux diplomatiques offerts par, disons, l'administration impériale, les gouverneurs à l'époque d'Auguste, et cadeau évidemment très valorisant pour celui qui le reçoit, mais Priam s'humiliant devant Achille serait en quelque sorte une allusion à peine voilée à la soumission que Rome attend des barbares. Et qui plus est, certains commentateurs ont pensé que la tête d'Achille, donc Achille, le pointeur n'est pas très puissant, Achille est devant Priam, assis devant Priam, ils ont pensé que la tête d'Achille serait un portrait d'Auguste lui-même, ce qui renforcerait évidemment le message. C'est à la fois un cadeau et une invitation à la soumission. Alors, il est certain, pourquoi parler d'Auguste? Parce qu'il est certain qu'Octave, le fils adoptif de César, auquel le Sénat confère en 27 avant Jésus-Christ le titre d'Auguste, qui va devenir son nom en quelque sorte, Auguste qui devient le premier empereur est l'un de ceux qui ont le mieux réalisé à Rome la puissance des images.
Il a su les manipuler sur une grande échelle, faisant en quelque sorte flèches de tout bois et utilisant tous les supports possibles, notamment les plus précieux. Et je vous montre ici seulement en passant, ce qu'on appelle le Grand Camée de France, une œuvre exceptionnelle, évidemment, qui reflète tous les thèmes essentiels de la dynastie julio-claudienne, c'est-à-dire de la famille d'Auguste et de ses successeurs immédiats. Mais la vaisselle d'argent n'est pas en reste. Le trésor de Bosco-Réal, en effet, a livré 2 coupes au décor remarquables qui ont subi, hélas, durant la Deuxième Guerre mondiale, de graves dommages, mais heureusement, des photographies anciennes en existent. Alors, la première que vous voyez ici est consacrée à Auguste lui-même. Disons qu'il y a 2 faces. Sur la première face, vous voyez le dieu Mars casqué, qui conduit vers l'empereur les provinces soumises, donc des jeunes femmes, l'air un peu affligées, et vous reconnaissez juste derrière Mars, l'Égypte, probablement, la tête coiffée de la dépouille d'éléphant caractéristique qui était celle que vous avez vue sur la coupe de Bosco-Réal. Auguste était représenté lui-même ici, recevant la statue de la victoire en présence de la déesse Rome qui est ici, vêtue comme une Amazone. C'est la représentation tout à fait traditionnelle. Sur le deuxième tableau, qui est donc à gauche, malheureusement très endommagé, on reconnaît l'empereur lui-même, entouré de soldats et de ce qu'on appelle les licteurs, qui accueillent des familles de barbares venus faire leur soumission avec leur famille. Alors ça, c'est un thème essentiel, je le souligne, c'est le thème de la clémence, de la clémentia de l'empereur, la clémentia du souverain, qui n'est pas seulement la faculté de pardonner, mais qui est une vertu à connotation philosophique. Alors, la deuxième coupe, que voici, est mieux conservée. Sur la première face se développe une représentation d'un triomphe impérial. L'empereur, dans lequel on a généralement reconnu Tibère, le successeur d'Auguste, est debout dans un char, tenant un sceptre couronné d'un aigle et une couronne de laurier. Derrière lui, un esclave pose une couronne de laurier sur sa tête et la caisse du char porte des reliefs représentant une victoire, ou plutôt 2 victoires, mais il y en a une qu'on ne voit pas. Elles sont symétriques, ornant un trophée, symbole de victoire là aussi, et un cortège très fourni entoure le char. En tête de ce cortège marche le taureau qui est destiné au sacrifice et les victimaires qui vont le sacrifier. L'ornement triangulaire qui est placé entre les cornes de l'animal, et que je ne vous montre pas ici, porte un aigle, désignant sans ambiguïté le dieu auquel le sacrifice va être offert. C'est Jupiter, bien entendu. Alors le sacrifice est accompli sur la deuxième face, vous le voyez. Le taureau est immolé devant un temple à 4 colonnes en façade, orné de guirlandes, et dont le fronton porte de nouveau un aigle. C'est une évocation bien peu fidèle, probablement, du Capitole. Alors, ces différentes scènes qui se déroulent, notons-le, à des époques différentes, il y a Auguste d'un côté, puis son successeur de l'autre, ont toutes une valeur idéologique très forte, très concrète sur la seconde coupe, puisqu'il s'agit d'une illustration assez précise d'un cortège triomphal dans son déroulement, et un peu moins concret sur la première coupe, sur laquelle les dieux interviennent. Mais elles illustrent toutes deux, à leur manière, des thèmes essentiels de l'idéologie impériale. La soumission du monde, bien entendu, au pouvoir de Rome, celle des peuples qui l'habitent, la clémence de l'empereur, et la clémence, je le redis, c'est une vertu stoïcienne par excellence. C'est la vertu du prince. Lui seul peut avoir cette vertu parce il domine le monde et il se domine lui-même. Et je vous renvoie à aux propos que Corneille met dans la bouche d'Auguste lui-même devant Cinna. Je suis maître de moi comme de l'univers. C'est exactement ce qui est représenté sur cette coupe-là.
Oui, mais il en va de même pour le triomphe, bien sûr. C'est une image très forte. L'empereur est par essence victorieux. C'est lui qui assure la victoire de Rome, évidemment. Il accomplit aussi tous ses devoirs envers les dieux. Il est protégé par Jupiter, qui lui a donné la victoire, mais il rend aussi à Jupiter les devoirs qu'il doit lui rendre. Ce sont des images très fortes, semblables à celles qu'on s'attend à rencontrer sur les monuments officiels, bien entendu, et les deux coupes posent ainsi des questions auxquelles je crois qu'on n'a sans doute pas prêté suffisamment d'attention et auxquelles il n'est pas facile de répondre. Mais j'ai du mal à imaginer, pour ma part, que ces représentations dont la signification touche le cœur de l'idéologie impériale puissent être le fait d'un simple particulier. Je ne vois pas un simple particulier commander ces œuvres-là. Alors évidemment, ce ne sont pas des vases à boire, même si ce sont des coupes. Le pouvoir impérial était très sourcilleux sur le respect dû à l'image du prince, et l'accusation gravissime de lèse-majesté n'était jamais très loin. Il me semble que ces coupes portent la marque directe de l'empereur, et j'y verrais volontiers un cadeau fait à un personnage qu'il fallait récompenser, cadeau de prix par son décor et par son matériau, mais qui manifestait clairement la faveur princière. Pour moi, nous avons affaire avec ces deux objets à l'amorce de ce qui se développera à la fin de l'Antiquité, avec un système très bien organisé de cadeaux impériaux pour différentes circonstances. J'espère vous avoir convaincu de la qualité de la vaisselle d'argent du Ier siècle, la virtuosité parfois de son décor et du rôle qu'elle peut jouer dans la société. Mais vous l'avez peut-être remarqué vous-même, bien des questions pourtant importantes restent encore sans réponse véritable. Alors la première concerne les possesseurs de cette argenterie. Ils devaient être nombreux dans la société. Nous avons vu Trimalcion, un niveau pas très reluisant, la nourrice du consul, mais donc dans des milieux plus ou moins riches et socialement plus ou moins importants, mais nous les connaissons en fait très mal, tous ces personnages. Le trésor de la maison du Ménandre, que j'ai cité en passant, a été découvert donc dans une riche demeure de Pompéi. Celui de Bosco-Réal dans une villa sur les pentes du Vésuve. Alors, pour Bosco-Réal, on a peut-être une idée du propriétaire. Il pourrait s'agir d'un riche banquier de Pompéi, bien connu par ailleurs. Je ne rentre pas dans les détails pour vous expliquer comment on est venu à cette hypothèse. Donc, un riche banquier du nom de Cecilius Jucundus. Mais je vous fais aussi observer un point qui est un peu paradoxal. Vous avez peut-être noté qu'une bonne partie des objets que je vous ai montrés provient de Pompéi ou de ses environs. Alors c'est évidemment une conséquence heureuse, si on peut dire, de l'éruption de 79 qui, en ensevelissant cette région, a préservé les objets. Mais Pompéi, cité prospère de Campanie, n'est pas une des grandes cités de l'Empire. Ainsi, nous ne savons rien de ce qu'on trouvait au même moment à Rome. Nous n'avons aucune pièce d'argenterie qui a été trouvée à Rome. Et en particulier, nous ne savons rien du tout sur l'argenterie de la cour impériale. Autrement dit, nos connaissances reposent sur des bases limitées, mais je crois qu'elles sont malgré tout solides et je crois que le matériel que je vous ai montré est très représentatif de ce qui existait. Alors, autre question et autre paradoxe, nous n'avons aucune idée de la provenance précise des objets. Je veux dire par là de la localisation des ateliers d'orfèvres. Alors, on a souvent parlé d'Alexandrie, donc la grande cité de l'Est de la Méditerranée, comme source d'inspiration pour un certain nombre d'images. Et je suis, pour ma part, sur ce point un petit peu réservé en attendant des preuves plus concrètes, c'est-à-dire des objets qui montreraient une filiation avec ce que nous avons vu cet après-midi. Alors, je suis tenté, pour ma part, de penser, en tout cas, qu'il y avait à l'époque d'Auguste, à l'époque dont nous parlons, des orfèvres de bon niveau, partout où il y avait une clientèle, bien entendu, c'est-à-dire des gens capables de payer. Pline l'Ancien et d'autres auteurs citent par exemple, mais sans y insister, des noms d'orfèvres dont à Rome on s'arrachait, semble-t-il, la production. Et on glane ici ou là quelques signatures d'orfèvres.
Les deux coupes de Hobby sont... elles sont peu nombreuses, mais les deux coupes de Hobby sont parmi les objets qui sont signés par un orfèvre à deux reprises, une fois en caractère grec, une fois en caractère latin. On trouve la formule keirisifos, c'est le nom de l'orfèvre, epoi ou epoiei, c'est la formule traditionnelle en grec pour dire un tel a fait telle œuvre. Mais comme tous les produits de luxe, il est clair aussi que l'argenterie devait être soumise aux contraintes de la mode. Mais comment pouvons-nous distinguer ce qui provient de tel ou tel atelier ? Alors, je voudrais, en guise de conclusion, jeter un coup d'œil très bref, puisque c'est les deux images que vous voyez là, sur ce qui se passe après le 1er siècle. Vous avez vu l'éclat du décor de tous ces objets. Or, à la fin du 1er siècle, c'est fini. La mode paraît changer complètement. Les formes plates l'emportent désormais sur les vins à boire. Il n'y a plus de coupe en argent à partir du 2e siècle. La technique du repoussé, dont je vous ai vanté la virtuosité, est largement abandonnée. Donc, le décor en relief virtuose disparaît. Alors, sans que je comprenne pourquoi, et je crois qu'on peut dire sans qu'on comprenne pourquoi, le rôle de l'argenterie change du tout au tout. Vous avez deux exemples ici. Le trésor de Bosco-Réal, dont nous avons vu, vous voyez essentiellement des coupes, des vases à verser, et puis en bas, un beau trésor caché dans le courant du IIIe siècle, trouvé à Chaours, dans l'Aisne, et vous voyez que c'est complètement différent. Il n'y a pas une coupe dans le trésor de Chaours. Ce sont des plats, et le décor est un décor lui aussi très plat. On joue sur les contrastes de couleurs entre l'éclat de l'argent et la couleur sombre du décor. Vraisemblablement, mais sans qu'on puisse comprendre pourquoi et comment, le déroulement des banquets a dû profondément se modifier à ce moment-là. La vaisselle à boire à la mode, ça doit être, comme les gens continuent à boire, bien entendu, la vaisselle à boire à la mode, elle doit être en verre à partir de cette époque. Donc l'argenterie a toujours une place importante dans le monde romain, mais autrement. Jusqu'au IVe, au Ve siècle, on trouve de la vaisselle d'argent, mais ce n'est plus la même chose. La vaisselle d'argent a connu au 1er siècle un moment d'exception. Avec la fin du 1er siècle, je viens de vous le dire, le goût s'est radicalement transformé et une page brillante s'est tournée. Mais j'espère vous avoir montré quel a pu être son éclat pendant cette période et quel rôle remarquable, pas seulement un rôle esthétique, mais également un rôle social, la vaisselle d'argent a tenu à Rome pendant cette période. Je vous remercie.